Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Je me présente Caroline Deguire, la PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Il me fait grand plaisir d'accueillir comme invité aujourd'hui Aldo Geloso, le président du groupe Geloso. Bonjour. Bonjour, merci bien d'être là. Un grand merci d'avoir accepté cette capsule parce qu'on sait, on est aujourd'hui le lundi 10 mars. Et au courant de la semaine, il va y avoir des choses absolument importantes qui vont se passer, notamment ce mercredi 12 mars, les fameux tarifs américains de 25 % sur l'aluminium et d'autres éléments. Et donc, de pouvoir discuter avec vous, j'imagine que ça a des impacts sur votre entreprise. Pourriez-vous nous présenter le groupe Geloso? Le groupe Geloso a été fondé par mes parents en 1965. Et ça fait, disons, 60 ans et plus qu'on est dans le domaine. On est 3 familles, moi puis mes 2 frères. Et on a travaillé fort que le tout reste au Québec. On est 500 employés. On produit ici à Laval, exportation États-Unis, exportation Europe, Asie. Et ça fait 2-3 semaines, on a fait une grande exposition à Dubaï pour des produits sans alcool. So, effectivement, nous, qu'est-ce qui nous arrive avec les tarifs? Est-ce que ça va arriver mercredi? On sait une chose. C'était déjà imposé et on a reculé, mais une chose est certaine, il faut vivre avec le fait que l'incertitude cause beaucoup de problèmes. Il faut penser que notre groupe, on a investi des centaines de millions de dollars dans des infrastructures ici à Laval parce que tout est produit ici pour tous nos marchés. Les États-Unis représentent 80% de notre marché. Les États-Unis représentent pas seulement 80% de notre marché, ça représente aussi l'empattage de choix en États-Unis, c'est la canette. Mercredi, il y a 25% de tarifs sur l'aluminium. Je ne peux pas vous dire encore qu'est-ce que ça va dire pour nous parce qu'on ne sait pas encore comment on doit travailler ça, comment est-ce que notre fournisseur aux États-Unis va nous facturer. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Nous autres, avec le gouvernement canadien, on ne sait pas quoi faire encore. So, on a 48 heures de savoir plus. Je pense que les 2 gouvernements, j'en doute pas qu'ils travaillent fort de trouver des solutions, mais nous autres, on est déjà depuis le président Trump était élu, on sait qu'il y a quelque chose qui arrive là. So, quand j'entends beaucoup de journalistes dire « Ah, vous avez eu le temps de préparer », impossible de se préparer dans un contexte comme ça. Parce que si on prend une décision, ça peut affecter quelque chose d'autre à cause qu'on ne sait pas où le tout va tomber. Mais une chose est certaine, l'aluminium qui est vendu aux États-Unis, qui vient de Saguenay, c'est tout transformé à l'extérieur du Canada. So, il va y avoir un tarif pour le matériel brut. Nous autres, comme société des impacteurs des produits liquides, on achète des États-Unis. Il n'y a pas de compagnie canadienne d'aluminium. Qui va produire un produit fini que vous pouvez utiliser. Oui, il y en a une qui a une fabrication locale en Ontario. Sauf que lui achète l'aluminium des États-Unis. Lui, ça veut dire on s'en sort pas encore. Donc, nos chaînes d'approvisionnement et notre achat groupé a peut-être besoin d'être peaufiné de ce côté-là encore. On est dans le temps que je vous parle, en train de parler avec nos fournisseurs. C'est certain, il y a des questions que j'ai envoyées à chaque pilier de gouvernement pour les douanes. On ne sait pas encore comment facturer. Mais une chose est certaine, le travail qu'on a fait pendant les derniers, disons, 12 semaines, 8 à 12 semaines, on sait que on n'a pas de choix de sortir de Laval et donner une grande partie de notre production aux États-Unis parce que les 3 familles, là, on n'a pas travaillé 60 ans et plus pour perdre tous les acquis qu'on a faits. Là. Vous avez déjà entendu, là, vous me permettez, je vous appelle Caroline? Avec plaisir. Caroline, on a déjà entendu une vente perdue, c'est une vente perdue à la vie.
La famille a travaillé 60 ans d'être un top 80 société dans le boisson en Amérique du Nord. Il faut être fier, là. Une entreprise de Québécois. Et c'est pas vrai qu'on va perdre ça, là. Sinon, même les 500 employés qu'on a aujourd'hui, là, eux avec, là, ils ont travaillé fort avec nous. Et nous, ici au Québec, on n'est pas une entreprise saisonnière. On a 500 Québécois qui travaillent pour nous. De toutes les races, toutes les religions. Ça veut dire qu'ils ont une maison, un appartement, un loyer, un paiement de voiture. On n'est pas en train d'amener du monde du Mexique ou de la Colombie pour récolter les fraises, là. On a des vrais emplois. On a 3 quarts par jour de travail et la fin de semaine. Et le tout est de Québec. C'est pour ça que la famille est très fière. Mais la fierté commence à avoir la patience de voir comment on va faire ça. On va comme n'importe quoi. J'ai déjà eu la chance de parler avec tous mes employés. J'ai dit, calmez-vous, contrôlez qu'est-ce que vous êtes capable de contrôler. Laissez les comités exécutifs et la famille regarder les décisions à prendre. Sauf aujourd'hui, tu me demandes à 2 jours près d'un tarif possible. Je ne sais pas encore quoi faire, comment le faire. Sauf que j'ai déjà protégé la société parce que j'ai déjà envoyé en États-Unis des millions de caisses qu'on va tirer en attendant qu'on se trouve dans toute cette mélange-là. Très belle stratégie. Donc, si je comprends, l'impact, il est déjà présent. La question de se préparer dans une situation d'imprévisibilité, c'est quasiment impossible. On sait qu'il va y avoir des complications de la paperasserie. On ne sait pas comment on va gérer aux douanes l'arrivée des camions ou de l'application des tarifs eux-mêmes. Mais je comprends que pour rassurer vos 500 employés, vous avez déjà donc une partie de votre production qui est là dans les entrepôts américains pour au moins tamponner temporairement. Mais quelle est pour vous, si on regarde un petit peu votre stratégie, parce qu'on mentionnait qu'il y a eu, et on l'entend partout, la volonté des premiers ministres des différentes provinces du Canada actuellement, qui sont en train d'explorer comment favoriser l'accès à des marchés intra-Canada et donc de baisser les barrières non tarifaires. Est-ce que pour vous, c'est une opportunité, ça, une menace? Comment est-ce que vous réagissez à cette opportunité-là, si elle est? C'est que chaque province, depuis l'inception en 1867, on a toujours travaillé pour promouvoir la province. Maintenant, quand on vient dans ma domaine, l'alcool, c'est protégé à cause de la taxation. OK? Qu'est-ce qui est important? C'est le bienvenu que quelqu'un en Ontario peut vendre à Québec, comme le Québec peut vendre en Ontario. Vous avez déjà entendu, il y avait une histoire qui est arrivée qu'il y a un citoyen de Halifax qui est venu à la Saguenay pour acheter 10 caisses de bière. Et après ça, il s'est fait arrêter par la police pour transport d'alcool. Vous vous souvenez de cette histoire-là? On ne travaille pas bien entre les provinces, on est d'accord. Cet protectionnisme a besoin d'être réévalué, je suis d'accord. Mais je voudrais pas que les gouvernements font des choses en vitesse comme ils ont fait pendant le COVID, que le matin, c'était une règle, l'après-midi, c'était un autre, 3 jours plus tard, c'était un autre, parce que moi, j'étais chanceux. Tout le monde qui était dans l'alcool, on était essentiel. Mais Caroline, je m'excuse, là, un cordonnier, c'est essentiel pour lui et sa famille, OK? Quelqu'un qui fabrique des bureaux, c'est essentiel. On est tous essentiels. Il y avait, je dirais pas la mauvaise volonté dans le temps de chaque gouvernement mondial. C'est un animal qu'on connaissait pas, le virus, là. Sauf que maintenant, là, on doit se calmer, on doit faire attention, parce que les règles d'alcool qui existent depuis le temps que les États-Unis a sorti de la prohibition, c'est que maintenant, là, moi, j'ai investi vis-à-vis qu'est-ce que le Québec m'a demandé d'investir depuis 1965.
les infrastructures, les centres d'entrepôt. Maintenant, il y a des pourparlers pour qu'un micro-distillerie, une micro-brasserie, une cidrerie peut livrer direct sans aller par la SAQ. Regarde, je comprends le tout. Il faut qu'on trouve la façon, mais il ne faut pas oublier. Moi, ils m'ont demandé de mettre des millions de dollars en jeu pour travailler d'une certaine façon. Moi, j'ai déjà eu des discussions avec d'autres niveaux de gouvernement. Je pense qu'il faut qu'on aide l'industrie parce que quand on commence à multiplier et on commence à additionner tous les emplois qu'ils ont, c'est magnifique, là. C'est plus que moi, plus que la BAT, plus que Molson, plus que Slimit. On doit les aider. Mais on ne peut pas me jeter à l'eau maintenant. Parce qu'il parle de donner accès à les épiceries. Moi, je pense que qu'est-ce qu'il faut faire au Québec, on doit regarder comment on peut les aider. Moi, je suis déjà prête à mettre tout ce monde-là sur mes camions, même les vignerons, parce que je livre à 6 000 points de vente. Parce que c'est pas d'avoir accès, c'est d'avoir la logistique, c'est d'avoir une équipe de vente. Sinon, tu vas leur donner quelque chose qu'ils ne sont pas capables à arriver à leur but et ils vont se faire mal. Ils vont se faire mal dans eux-mêmes. Il faut qu'on pense de nouveau. Il faut être à table, tout le monde. L'Association des micro-distilleries, brasseries, nous autres, les grandes brasseries, les distillateurs. Parce que sinon, là, on va défaire quelque chose que peut-être va avoir une durée de seulement 4 ans avec M. Trump. D'accord. J'entends bien, donc, il faut faire attention. L'imprévisibilité, actuellement, c'est ce qui fait le plus mal. La mise en garde de votre expérience de longue date, c'est qu'il y a des acquis, surtout dans votre domaine. On parle d'alcool, on parle de législation. Il faudra mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir explorer les différentes opportunités, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit tenter de solutionner en mode réaction face à ce qui se passe actuellement. Il faut que ça soit un peu plus planifié. Caroline, on a la famille Geloso a le premier permis vinicole au Québec 001. Qu'est-ce que ça veut dire? 1965 en plus. On a écrit beaucoup de règlements avec la régie, avec la SAQ, parce que c'était pas du connu dans le temps. Tu sais, c'est pas comme l'industrie a commencé, ça existait. On n'a pas de raisin au Québec, là. C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on fasse ça avec calme. Le monde entoure une table afin de comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider tout le monde. La SAQ a un travail à faire dans ça. La régie a un travail à faire dans ça. Le gouvernement a un travail. Les détaillants doivent donner une ouverture et créer une section. Nous autres, pour le monde qui ne savent pas, j'ai déjà fourni pendant plusieurs années, parce qu'on a un pouvoir d'achat, des canettes vierges à tous les micro-distilleries et micro-brasseries parce que je veux les aider. Parce que je suis québécois. Je sais, des fois, l'accent ne permet pas de faire croire le monde, mais j'étais né au Québec en 1960. Là. Mes parents voulaient avoir une petite fille, là, et ils ont manqué leur coup. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que la volonté du gouvernement à dire, OK, on va regarder comment on peut mieux travailler, c'est déjà un grand pas. De ouvrir les discussions entre les provinces, vous avez dit, est-ce que c'est important d'être en Ontario? C'est important d'être à Saskatchewan, à Manitoba. C'est important d'être à Newfoundland, Terre-Neuve. On est des Canadiens, on doit trouver la façon de travailler ensemble. Là, et c'est une opportunité là, actuellement, mais il ne faut pas le faire trop vite. Il faut prendre le temps de s'asseoir et de voir les différences, puis de travailler comment que tout le monde autour de la table puisse y trouver son compte, mais pas perdre les acquis. Caroline, je ne peux pas remplacer demain matin 80% de notre business. Là. On est fait solide, la famille Geloso.
On est en négociation depuis quelques mois déjà à attirer des volumes de d'autres clients qui ont les mêmes problèmes, qui sont originaires des États-Unis, qui vendent ici. On est en train de regarder comment on peut transférer du volume, mais qu'est-ce qui est vraiment triste, c'est certain, une grande partie de notre volume doit se départir pour les États-Unis. Parce qu'on peut plus vivre avec des enjeux de chaque famille, là. Donc, les résultats sont clairs, l'impact est présent, les solutions, elles existent, mais il ne faut pas aller trop vite, il faudra prendre le temps de s'asseoir. Il y a des inquiétudes de paperasserie, je vous entends. Si jamais on avait un message à passer, que ce soit à des décideurs ou à des consommateurs actuellement qui vont nous écouter dans cette capsule, quel serait-il? Je voudrais qu'ils savent qu'ils ont un pouvoir exceptionnel. Le fait qu'ils se réveillent le matin ou le soir, ils vont au travail, et quand ils rentrent et ils ont leur chèque qui rentre dans leur banque, il faut penser le pouvoir qu'ils ont. Ils doivent regarder un petit peu plus profondément quand ils achètent. Même si une marque à l'air américaine, qui vont regarder si c'est produit au Québec ou au Canada. Parce que les sociétés américaines qui ont décidé de produire sur le sol canadien ou québécois, si tout le monde pensait comme ça, là, on serait peut-être pas dans cet enjeu aujourd'hui, là. Il faut donner un check, il faut pas les décourager parce que sinon, ils sont en train de mettre d'autres foyers en problème, là. Parce qu'ils travaillent pour une société qui emploie au Québec et au Canada. Faites attention avec votre achat, mais à le même temps, c'est pas à moi de dire qu'est-ce qu'ils font avec leur argent. Et je connais pas chaque foyer, leurs enjeux. Chaque foyer est sa propre compagnie. Ils ont des revenus, ils ont des dépenses. Ils doivent prendre des bonnes décisions. Mais chaque décision, il faut savoir que ça peut avoir une implication ailleurs. Regardez ça un petit peu plus loin quand ils font ces achats-là. C'est très important parce qu'il y en a des belles sociétés américaines qui sont installées ici et qui emploient des Québécois et des Canadiens. Et bravo à eux là, qui ont pensé à ça, là. Merci beaucoup, Aldo. Sincèrement, c'est des messages importants. Vous avez touché avec le groupe Geloso à de grands nombres de préoccupations. Puis je pense que vous personnifiez bien avec votre entreprise tout l'impact, mais toutes les opportunités qui sont liées justement à cette grande, on peut l'appeler la guerre tarifaire avec nos voisins américains et l'impact sur nos entreprises et nos familles de travailleurs également. Alors, je voulais vous remercier. Caroline, il ne faut pas lâcher, il faut croire, on va trouver des solutions. Comme j'ai dit, les entrepreneurs comme moi, je vous demande de continuer à travailler, trouver des solutions. Et, perdre d'argent, c'est une chose, mais pensez à le monde que vous employez, là. Trouvez des solutions. C'est un très beau message. Et sur ce, un gros merci encore au groupe Geloso. Alors, et à vous, Aldo Geloso, d'avoir été des nôtres et avoir si généreusement partagé tout ce qui se passe de votre côté là, avec cet impact. Alors, je ne sais pas si c'était généreusement, mais ça vient du cœur. Ça l'était. Merci encore. Au revoir. Merci bien. Bye-bye. Bye tout le monde.